Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je vous ai préparé plusieurs segments. Entre autres, je reviens sur la séquence de victoire des Broncos de Denver. Je vous propose quelques joueurs à aller chercher qui sont toujours disponibles dans la majorité des ligues fantasy football et qui pourraient vous aider à participer aux éliminatoires. Je vous présente mon top 6 des meilleures formations de la Ligue nationale de football et je reviens également sur l'arbitrage qui a été fortement critiqué depuis les dernières journées. Tout ça à Fanball cette semaine. Bonne émission! Mais avant de parler de fantasy football et de la NFL, je voulais parler de l'entraîneur Frank Reich qui a été congédié de la part de l'organisation des Panthers de la Caroline. On le sait, la NFL, c'est une ligue extrêmement cruelle et si tu ne gagnes pas, tu vas perdre ton emploi. C'est ce qui est arrivé à Frank Reich. Mais il y en a plusieurs qui sont venus immédiatement à la défense de l'entraîneur ou l'ex-entraîneur que je pourrais dire des Panthers de la Caroline. C'est le cas entre autres de plusieurs internautes et experts qui ont mentionné que dès le départ, Frank Reich voulait C.J. Stroud au lieu de Bryce Young avec les Panthers de la Caroline et on s'est rendu compte que C.J. Stroud connaît une saison exceptionnelle et Bryce Young, c'est beaucoup plus difficile. Donc, si Bryce Young avait été repêché par les Texans de Houston et C.J. Stroud avait été le choix justement des Panthers de la Caroline, peut-être que Frank Reich serait toujours à l'emploi. Du moins, on pourrait fortement lui souhaiter qu'il va terminer au moins la saison avec C.J. Stroud parce qu'il connaît une saison exceptionnelle avec Houston. Il serait sûrement le candidat pour remporter le prix de joueur recru de l'année dans la NFL. Et Frank Reich a également d'autres options qui n'ont pas été en sa faveur. Premièrement, le choix du corps arrière que j'ai mentionné, mais également, on se rappelle que l'attaque des Panthers à Caroline, c'est vraiment pas facile. On n'a pas beaucoup d'armes offensives si on compare la formation à d'autres équipes dans la Ligue nationale de football. La seule arme offensive qu'on a vraiment signée à gros prix, c'est Miles Sanders, porteur de ballon qui a disputé quelques saisons avec les Eagles de Philadelphie, mais avec la Caroline, il ne connaît surtout pas les saisons ou la saison escomptée avec la formation des Panthers. Résultat, il est le deuxième porteur de ballon de la formation des Panthers. Et l'autre arme offensive qu'on a signée, c'est Adam Thielen qui avait été libéré par les Vikings du Minnesota. Du moins, on n'avait pas décidé de lui offrir un nouveau contrat pour la prochaine année parce qu'on savait qu'il avait dépassé un peu son prime, comme on pourrait dire, au niveau de sa carrière individuelle. Et avec les Panthers à Caroline, il connaît une bonne saison, mais on s'entend que si c'est Adam Thielen, ton receveur numéro 1 dans ta formation, ça veut dire que ton équipe n'est peut-être pas en mesure de compétitionner contre les Chiefs, contre les Eagles, contre les Bills, contre les puissances de la Ligue nationale de football. Et c'est ce qu'on a remarqué justement avec les Panthers de la Caroline, c'est que l'équipe n'était pas capable de compétitionner contre les meilleures formations, mais même contre les moins bonnes, on avait de la difficulté. Et c'est pour cette raison qu'on s'est retrouvé avec seulement une victoire aussi tard dans l'année. Et malheureusement pour Frank Reich, il n'a même pas terminé sa première saison de son contrat et on a déjà décidé de le congédier à la Caroline. Donc, vraiment, c'est un congédiement surprise de ma part parce que j'aurais cru qu'on lui aurait donné une chance au moins de terminer la saison avec la Caroline, surtout lorsqu'on a un jeune corps arrière et on a de nouveaux éléments. On donne une chance d'habitude, au moins 1 an ou 1 an et demi aux nouveaux entraîneurs à s'habituer et à essayer de tenter de trouver une formule gagnante pour la formation. Il faut croire que les propriétaires et les membres de la direction de la Caroline n'ont pas été aussi patients pour le cas de Frank Reich. Bon, je voulais revenir sur l'arbitrage parce qu'on sait, depuis les dernières semaines, elle est extrêmement critiquée. C'est soit plusieurs internautes ou plusieurs partisans qui mentionnent que l'arbitrage favorise souvent les Eagles de Philadelphie ou les Chiefs de Kansas City. À chaque année, je pourrais dire, depuis que je suis la Ligue nationale de football, l'arbitrage, du moins les partisans disent toujours que l'arbitrage favorise les meilleures formations de la Ligue nationale de football. Et c'est peut-être un peu normal parce que on sait que
ces équipes sont les meilleures, donc c'est un peu normal que dans des décisions serrées, les arbitres peuvent avoir tendance à favoriser ces formations. Mais quand même, l'arbitrage doit faire mieux. Ça me rappelle un peu il y a quelques années. On se rappelle, il y avait les arbitres qui étaient en grève contre la Ligue nationale de football. On tentait de renégocier leur contrat. Et on avait pendant, je pense, c'est 4 ou 5 semaines, appelé des arbitres du niveau universitaire ou dans d'autres ligues professionnelles à venir donner un coup de main pendant le début de la saison. Et l'arbitrage avait été dégueulasse. C'était n'importe quoi. Et on avait déjà vu, on s'était entendu finalement là, avec les arbitres de la NFL, déjà, dès la semaine suivante, on avait vu un changement. Les décisions avaient été beaucoup plus éclairées. C'était vraiment là, de bonnes décisions. Du moins, c'était nettement supérieur à l'arbitrage qu'on avait connu lors des premières semaines. Mais là, on sent que les arbitres de la Ligue nationale de football, je ne sais pas si c'est la Ligue qui va de plus en plus vite, mais on rate des pénalités, on décide de ne pas lancer le mouchoir à des décisions qui devraient être évidentes. Là. Du moins, c'est facile à dire, nous autres, avec bien installés dans le salon, mais à regarder la télévision. Mais la Ligue nationale de football a les atouts pour justement corriger la situation. Ça serait la moindre des choses de rendre le matériel télévisuel disponible aux arbitres et peut-être pouvoir... Je sais que dans la Ligue canadienne de football, on a ajouté ce règlement, là, mais les entraîneurs peuvent contester une décision sur une pénalité, contrairement à la Ligue nationale de football. On sait que le mouchoir pour contester pour les arbitres dans la NFL, c'est seulement si on veut savoir s'il avait bien échappé le ballon avant de tomber au sol, si le joueur a bien traversé le premier essai ou s'il est entré dans la zone des buts, mais on ne peut pas challenger une décision sur une pénalité, contrairement à la Ligue canadienne de football, qui le fait de plus en plus. On peut critiquer s'il y avait eu de l'interférence, si on avait retenu, si justement contre le match entre les Bills et les Eagles, on aurait pu justement contester la décision et voir à la reprise que le joueur des Eagles s'est bien agrippé justement au collet de Josh Allen avant de lancer le ballon au sol. Donc, on aurait pu renverser la décision et ça aurait fait toute la différence. Et résultat, les partisans à la maison auraient eu un bon match et n'auraient pas parti de la rencontre avec un sentiment de frustration. Donc, ça pourrait être une chose qu'on devrait améliorer dans la Ligue nationale de football. On a tous les atouts là, à notre disposition pour le faire. Il faut juste le faire. Et la NFL, d'habitude, est habituée à s'ajuster assez rapidement lorsqu'il y a de l'injustice comme ça. J'ai l'impression que pendant la saison morte, on va ajouter peut-être un règlement ou modifier un règlement qui est déjà en place pour améliorer l'expérience pour les partisans, mais également pour les joueurs et les entraîneurs qui doivent ressentir beaucoup de frustration parce qu'un match pour les Bills de Buffalo où on se retrouve maintenant à jouer pour 500 et si on avait réussi à remporter le match contre les Eagles, on serait rapproché à un match seulement des Dolphins de Miami. On souhaite toujours finir premier dans la division, mais ça devient de plus en plus compliqué, surtout lorsqu'on perd des matchs qui ne sont pas nécessairement mérités. Bon, parlons maintenant des Broncos de Denver. J'étais un de ceux qui mentionnaient dès le début de la saison que les Broncos pouvaient brouiller les cartes et participer aux éliminatoires dans la Ligue nationale de football. Par la suite, je me rappelle d'avoir eu la conversation à l'émission Fanball, semaine numéro 4 ou numéro 5, et avouer mon erreur d'avoir peut-être encouragé les Broncos un peu trop là, avec un début de saison catastrophique. On se rappelle 3 défaites contre les Raiders, Washington et Miami. Par la suite, on avait battu de justesse Chicago pour ensuite perdre 2 autres rencontres contre les Jets et les Chiefs. Et après 6 semaines, on se retrouvait avec une fiche d'1 victoire et 5 défaites. Et je me rappelle d'avoir mentionné, OK, j'avoue, je me suis trompé dans le cas des Broncos parce que c'était la portion du calendrier la plus facile. Des matchs contre Washington, Vegas, Chicago, les Jets sans Aaron Rodgers. Je m'attendais justement là, à que les Broncos connaissent du succès. Par la suite, on avait des matchs qui étaient difficiles. Les Chiefs à 2 reprises, les Bills, les Vikings à la limite, qui sont toujours une bonne formation. Et là,
je me disais, c'est impossible que les Broncos puissent participer aux éliminatoires. Mais 5 semaines plus tard, c'est tout le contraire. Les Broncos n'ont jamais été aussi près d'une place en série avec une fiche de 6 victoires et 5 défaites. On a réussi, à partir de la semaine numéro 7, à vaincre les Packers, les Chiefs, les Bills, les Vikings. Donc, vraiment, là, c'est de très belles performances de la part des Broncos. Et là, cette semaine, ça va être le match, selon moi, qui va dicter le reste de la saison des Broncos. Parce que oui, on est sur une séquence de victoires. À un moment ou l'autre, cette séquence devrait se terminer, mais elle ne doit pas se terminer contre les Texans de Houston. Parce que c'est une équipe qui a la même fiche, ou presque, que les Broncos de Denver. C'est une équipe qui connaît beaucoup de succès, mais on doit battre cette formation parce que le calendrier restant pour les Broncos n'est pas nécessairement si facile que ça. Donc, je vous rappelle, il reste 6 matchs pour les Broncos de Denver, un match contre les Texans en fin de semaine. Par la suite, on affronte les Chargers à 2 reprises, les Lions, les Patriots et les Raiders. Je regarde rapidement le calendrier. Je crois que c'est possible pour les Broncos. Si on veut faire les séries, on doit se rapprocher et franchir le cap des 10 victoires. Habituellement, c'est toujours le cap qui est souhaité là, pour les formations pour accéder aux éliminatoires. Et avec 10 victoires, c'est donc dire qu'il faut absolument gagner 4 matchs sur les 6 restants. Et je regarde le calendrier encore une fois. Peut-être défaite contre les Lions, peut-être une défaite contre les Chargers. Par la suite, on doit gagner contre les Texans, au moins un match contre les Chargers, le match contre les Patriots et celui contre les Raiders. C'est possible pour la formation de Sean Payton et Russell Wilson, mais ça passe par une victoire en fin de semaine contre les Texans de Houston. Et ça ne sera pas facile parce que Houston joue du très bon football avec C.J. Stroud, comme mentionné un peu plus tôt à l'émission, mais avec d'autres jeunes joueurs, là, Tank Dell, Nico Collins qui connaît de bons matchs. On a Singletary également là, qui, on aurait pensé que ce serait plutôt Dameon Pierce au début de la saison qui occuperait le poste de numéro 1 comme porteur de ballon. Finalement, c'est plutôt du 50-50 et même depuis les dernières semaines, Singletary s'est démarqué là, à la position de porteur de ballon, peut-être parce qu'il est beaucoup plus flexible, capable d'attraper des passes dans le champ arrière, contrairement à Dameon Pierce, qui est un peu plus comme un porteur de ballon qui fonce dans le tas. Donc, c'est peut-être pour cette raison que C.J. Stroud aime un peu plus ou se sent plus à l'aise avec Singletary dans le champ arrière, mais quand même, c'est une bonne formation et les Broncos de Denver vont peut-être réussir le comeback de l'année en partant une victoire, 5 défaites et aspirer à une place aux éliminatoires. C'est vraiment très impressionnant pour la formation de Denver et on voit que le travail de Sean Payton et les joueurs ont commencé là, à mieux jouer. Le travail de Sean Payton commence à faire son effet et ce sera une équipe à surveiller. Je ne crois pas qu'elle doit aspirer là, aux grands honneurs dès la saison numéro 1 de l'ère Payton-Wilson, mais quand même, si on réussit à participer aux éliminatoires ou du moins là, avoir une chance de participer aux éliminatoires jusqu'à la dernière semaine d'activité, je pense que c'est très prometteur pour cette formation qui est un très gros marché aussi dans la Ligue nationale de football. Je pense que la NFL souhaite un long parcours des Broncos parce que lorsque les gros marchés de football connaissent du succès, c'est toujours très bon pour la Ligue et c'est bon pour la NFL, mais c'est bon pour toutes les autres ligues sportives. Lorsqu'il y a des gros marchés qui se rendent loin en série ou en éliminatoire, toute la santé de la Ligue s'améliore. Donc, on le souhaite pour la formation des Broncos, surtout pour les partisans de Denver qui avaient de très grosses aspirations là, depuis les dernières années, depuis la transaction avec Russell Wilson. Bon, parlons maintenant de joueurs qui sont toujours disponibles dans les ligues fantasy football qui pourraient peut-être vous dépanner pour les prochaines semaines. Entre autres, j'ai noté l'ailier rapproché Pat Freeman qui joue pour les Steelers de Pittsburgh, qui est encore disponible dans quelques ligues. On sait, hein, il a été blessé depuis quelques semaines et à partir de la semaine numéro 4, je crois, là, il a subi une blessure
qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs directeurs de Ligue Fantasy Football qui n'ont pas eu d'autre choix de le laisser aller parce qu'on n'avait plus de place sur le banc pour le mettre ou le garder là, jusqu'à son retour. Ce qui fait en sorte que là, il est disponible dans quelques ligues et il a été visé là, 11 fois lors de la dernière fin de semaine contre les Bengals de Cincinnati. Donc Steelers, ça peut être une belle option, surtout depuis le départ de Matt Canada. On sent que l'attaque va être un peu plus aérienne. On va viser un peu plus justement nos receveurs de passe, y compris l'ailier rapproché des Steelers de Pittsburgh. Donc, s'il peut être visé encore une fois là, autour de 7 fois, 8 fois, ça peut devenir très payant là, pour une ligue de PPR dans votre ligue de fantasy football. Et par le passé, il avait connu de très belles saisons justement avec les Steelers. Il a toujours été là, autour de 8e, 9e parmi les meilleurs alliés rapprochés ou 7e meilleur allié rapproché. Donc, si vous êtes dans une ligue à plus de 10 formations, sautez sur l'occasion et allez chercher justement l'allié rapproché des Steelers de Pittsburgh. L'autre joueur que j'ai mis sur ma liste, Marquise Brown, on le sait, c'est le genre de receveur de passe qui est extrêmement rapide et c'est soit qu'il connaît beaucoup de points dans un match parce qu'il a réussi à capter une passe de 35-40 verges et un toucher, ou il est plutôt tranquille. Depuis l'arrivée de Kyler Murray, j'ai l'impression que les défensives devront justement, n'auront pas le choix de bloquer un peu plus le jeu au sol parce que Kyler Murray est capable de courir. Et il y a également Connor, le porteur de ballon, qui est capable de courir. Donc, peut-être qu'on va vouloir tricher en défensive. Et ce qui va faire en sorte que Marquise Brown va être un peu plus libre comme receveur de passe dans les zones profondes. Peut-être qu'on va seulement donner là, un 1 contre 1 et Kyler Murray pourrait être tenté de le repérer dans les zones profondes et frapper justement le coup de circuit, le toucher avec une passe de 35-40 verges à Marquise Brown. Donc, c'est le genre de joueur que, rendu aussi tard dans l'année, si vous êtes vraiment mal pris et vous avez besoin d'un receveur de passe, sautez sur l'occasion. Ça peut être le genre de joueur qui pourrait là, vous aider à gagner une semaine parce que j'ai regardé dans les joueurs, les agents libres, à ce moment-ci de l'année, c'est plutôt mince. Hein? Et c'est rare qu'on a des joueurs qui ont la chance d'accéder à plus de 10 points à la position de receveur de passe et Marquise Brown fait partie de cette catégorie. Par contre, je vous l'annonce tout de suite, c'est soit qu'il connaît un match de 2-3 points ou justement un match de 15-16 points qui va faire la différence dans votre fantasy football. Mais c'est le genre de risque qu'on doit prendre justement à ce moment-ci de l'année pour espérer faire les éliminatoires. L'autre joueur que je voulais vous parler, et j'ai vu qu'il est encore disponible dans plus de 30% des ligues fantasy football, c'est le porteur de ballon A.J. Dillon. C'est quand même surprenant, surtout avec la blessure de Aaron Jones, l'autre porteur de ballon des Packers. Ça a été une semaine beaucoup plus difficile. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont décidé de le mettre dans la formation partante parce que justement Aaron Jones ne jouait pas. Et là, on aurait pensé qu'A.J. Dillon aurait connu tout un match parce qu'il se retrouvait seul dans le champ arrière pour les Packers de Green Bay. Mais on affrontait quand même une défensive qui est redoutable contre le jeu au sol. Les Lions de Détroit, je pense, c'est la troisième meilleure défensive contre le jeu au sol. Donc, c'est normal qu'A.J. Dillon a connu un match un peu plus difficile. Par contre, s'il est disponible dans plus de 30% des ligues et il est disponible dans votre ligue de fantasy football, allez le chercher parce que le prochain match-up, prochain duel, c'est contre les Chiefs de Kansas City, une défensive qui est un peu plus faible que celle des Lions, surtout contre le jeu au sol. Et là, on a eu la meilleure performance depuis le début de la saison de Jordan Love. Je ne crois pas qu'il va être en mesure de répéter l'exploit, malheureusement. C'est tout à son honneur d'avoir connu tout un match contre les Lions de Détroit et d'aller chercher la victoire à Détroit. Vraiment, bravo, ça va peut-être lui donner confiance, mais si les Packers veulent connaître du succès, ils doivent avoir un jeu équilibré entre la course et la passe et on doit justement faire confiance à A.J. Dillon et aller chercher peut-être une quinzaine de courses justement contre les Chiefs de Kansas City. Avec une quinzaine de courses, peut-être la possibilité d'aller chercher un toucher. J'ai vraiment confiance que Dillon peut connaître plus de 12 points
pour la formation des Packers de Green Bay. Donc, c'est mon choix à la position de porteur de ballon. Et dépendamment de mes ligues de fantasy football, je vais étudier vraiment l'option d'aller le chercher dans cette ligue, surtout si on se rend compte que la blessure d'Aaron Jones est un peu plus grave et qu'il manque un deuxième match de suite. Je pense que A.J. Dillon tombe automatiquement dans la case d'un partant, peut-être comme deuxième partant comme porteur de ballon ou comme à la position flex, mais ça peut être une très belle option. Bon, parlons maintenant du top 6 des meilleures formations de la Ligue nationale de football. Je vais commencer avec la 6e position, les Jaguars de Jacksonville. Victoire contre les Texans de Houston, 24-21. Peut-être pas la victoire aussi convaincante que j'aurais pensé. Et c'est pour cette raison qu'on a descendu un peu dans le top 6 selon moi. Mais quand même, les Jaguars de Jacksonville connaissent toute une saison jusqu'à maintenant, seront parmi les équipes qui ont une chance de faire un long bout de chemin en éliminatoire et c'est pour cette raison que je leur donne la 6e position. Position numéro 5, c'est en raison de leur défaite en fin de semaine. Les Lions de Détroit, défaite de 29-23 contre les Packers de Green Bay. C'est pas une défaite qui fait en sorte que je les exclus du top 6 parce que c'est vraiment les revirements qui ont coûté cher. On sent que les Lions ont quand même été en mesure de rester dans la partie, mais on a tellement donné le ballon aux Packers, que ce soit avec des interceptions, des échappées, ce qui fait en sorte qu'on leur a donné vraiment la victoire aux Packers de Green Bay. Dès la première demi, je crois que c'était quelque chose comme 20 à 3 ou 20 à 7 en faveur des Packers, 20 à 6 je crois, et on aurait pensé que le match serait déjà hors de portée, mais les Lions sont revenus en deuxième demi et ont chauffé les Packers jusqu'à la fin du match. 29-23, défaite contre les Packers et c'est pour cette raison que les Lions se retrouvent à la 5e position de mon top 6 cette semaine. Position numéro 4, les 49ers de San Francisco. Je vous dirais qu'à partir de la position numéro 4, c'est vraiment du solide dans ce top 6. Les Niners, 31-13 contre les Seahawks de Seattle. Victoire convaincante contre Seattle qui avait connu du bon football depuis le début de la saison, peut-être à ralenti depuis les dernières semaines, mais quand même, les 49ers ont prouvé encore une fois que la défensive, elle est solide, mais on est capable également de marquer beaucoup de points à l'attaque, ce qui fait en sorte que les Niners sont une équipe, seront à surveiller justement comme joueurs, à surveiller dans les séries et dans les éliminatoires de la NFL. Position numéro 3, les Chiefs de Kansas City, victoire encore une fois contre les Raiders de Vegas. Depuis le début de l'émission, on dirait que j'ai l'impression de vouloir dire les Raiders d'Oakland, mais c'est les Raiders de Vegas depuis déjà quelques années. Et les Chiefs sont vraiment très bons. On sait que c'est peut-être un calendrier un peu plus accessible, mais quand même, on est allé chercher la victoire contre les Raiders. On a réussi à rebondir de la défaite contre les Eagles de Philadelphie. Donc, je ne m'inquiète pas pour les Chiefs. C'est toujours l'une des meilleures formations de la Ligue. Position numéro 2, les Ravens de Baltimore. On l'a vu avec le départ de Mark Andrews. Peut-être que l'attaque est un peu moins explosive, mais ça fait en sorte qu'il y a plus d'opportunités pour un jeune receveur de passe comme Zay Flower, a été ciblé par Lamar Jackson 2 fois dans la zone payante, ce qui fait en sorte qu'il y a 2 touchés. Une célébration, je pense que c'est peut-être une des pires célébrations. Lamar Jackson a dit à Zay Flower après la partie que c'était la pire célébration qu'il avait vue dans un match de la NFL. Oui, je suis d'accord qu'après son premier touché, Zay Flower, c'était vraiment pas une belle célébration, mais il s'est repris de très belle façon justement avec la deuxième célébration après son deuxième touché en simulant un tir de pénalité de soccer. Donc, c'était vraiment très original. C'était bien pour les Ravens. Victoire contre les Chargers, 20-10. Et la position numéro 1, les Eagles de Philadelphie, 37-34 contre les Bills. On sait, l'arbitrage a peut-être été un peu plus en leur faveur que Buffalo, mais a trouvé quand même le moyen de gagner et depuis le début de la saison joue du très bon football. Dans les dernières semaines, on sentait que l'attaque était peut-être un peu moins explosive et là, vraiment, à partir de la deuxième demi, Jalen Hurts et son attaque s'est replacé, a réussi à chauffer les Bills,
a forcé le match à aller en prolongation et victoire 37-34 contre les Bills de Buffalo. Donc vraiment, là, belle victoire. Je vous rappelle le top 6. Position numéro 1, les Eagles. Numéro 2, les Ravens. 3, Chiefs. 4, Niners. 5, les Lions. 6, les Jaguars. Donc voilà, c'est mon top 6 des meilleures formations de la Ligue nationale de football. Et je termine l'émission en vous parlant des affrontements à surveiller pour la prochaine semaine. J'ai regardé le calendrier. On n'a peut-être pas vraiment des chocs de titans là, comme les dernières semaines, mais on a quand même du très bon football. Ça commence dès jeudi. Ça va être très intéressant. Seahawks, Cowboys. Le match est à Dallas, donc avantage pour les Cowboys. Mais les Seahawks, c'est jamais une équipe facile à battre. Et ça pourrait être une genre d'équipe qui pourrait chauffer les Cowboys jusqu'à la fin de match. Et on verra justement si les Cowboys sont vraiment là, à surveiller pour le restant de la saison. Justement contre une équipe un peu plus robuste, une équipe plus difficile à jouer, surtout en raison de la bonne défensive des Seahawks. Ça va être intéressant de voir Dak Prescott qui connaît peut-être l'une des meilleures saisons de sa carrière, mais qui a toujours eu un peu l'étiquette de joueur qui sous-performait lorsqu'on affrontait là, une équipe un peu plus redoutable. Et là, c'est le cas de voir contre les Seahawks qui ont une fiche de 6 victoires, 5 défaites, voir si les Cowboys seront en mesure d'inscrire la victoire pour la formation de Dallas. Match du dimanche à surveiller, ça va être les Dolphins contre les Commanders. Ça peut peut-être paraître un peu bizarre comme affrontement parce que Miami est largement favori là, pour remporter cette rencontre. Mais les Commanders, c'est pas une équipe facile à battre. Hein. Une équipe plus robuste, la défensive aussi là, avec Ben Saint-Just. Et on le voit souvent, c'est une défensive qui aime jouer robuste dès la ligne de mêlée. Et les Dolphins ont connu vraiment beaucoup de succès depuis le début de la saison, mais ont perdu les matchs justement contre des équipes qui aimaient aller chercher le contact. Les Bills, par exemple, les Eagles, par exemple. Et ça sera intéressant de voir contre les Commanders, peut-être pas autant de talent que les deux formations que je viens de mentionner, mais qui aiment jouer justement avec un peu de robustesse. Et je serais curieux de voir l'affrontement. Je crois que ça va être un peu plus serré que ce que le monde pense, mais quand même, Miami devrait sortir vainqueur. Et le match que je vais surveiller assurément, c'est le match entre les Niners et les Eagles. Le match est à 16h25 et ça risque d'être soit la finale de la conférence de la nationale ou la demi-finale parce que c'est deux équipes extrêmement redoutables qui s'affrontent justement. Le match est à Philadelphie. Ça va être tout un duel pour les Niners et les Eagles. Et l'autre match, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est les Broncos contre les Texans. Ça va être un match très important pour les deux formations s'ils veulent aspirer aux éliminatoires. C'est un match qu'ils doivent absolument remporter. Voilà ce qui complète l'émission Fanball, émission déjà 19 de la saison. Si vous avez bien aimé justement l'épisode ou le balado, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours extrêmement plaisir et c'est justement une des meilleures manières d'agrandir la fanbase du balado Fanball et partager justement et discuter sur le football de la Ligue nationale de football, mais surtout sur les fantasy football de la Ligue nationale de football. Donc, n'hésitez pas à partager l'émission. Sinon, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, un bon football.